Bonjour à toutes et à tous. Je suis honorée et ravie d'être parmi vous ce matin parce que en fait, on a cette culture à la Chambre régionale, mais avec tous nos partenaires, d'aller de l'avant. Donc, on a la culture du projet, on a la culture de vouloir faire grandir les agriculteurs et leurs filières pour traverser les aléas que nous connaissons depuis bien des années déjà, mais aussi se préparer à d'autres horizons qui sont 2020, 2050, 2100. Pour nous, en fait, nous sommes porteurs d'énormes responsabilités parce que nous voulons accompagner une agriculture qui doit aussi être toujours plus en phase avec les enjeux environnementaux et les enjeux sociétaux. Et nous voulons vivre une politique qui soit responsable et durable. La R&D va rendre possible ce qui nous semble aujourd'hui pas accessible. Donc ça demande un schéma ou une ouverture d'esprit qui est tout à fait particulière dans cette approche. Et je vais tenter de vous dresser à la fois les voies positives, mais aussi la sagesse ou le risque aussi que l'on doit avoir en tête pour voir comment on peut, enfin, quels sont les impacts ou quelles questions nous posent aujourd'hui les filières agricoles. Alors, j'ai oublié de me présenter, je suis Fabienne Huer, donc chef du service au développement économique à la Chambre régionale d'agriculture. Et on a le bonheur et le plaisir d'accompagner le développement de 16 filières au sein de la région Aura. Donc, j'articulerai mon propos en fait en 4 phases. Une première phase qui est un schéma qui se veut pédagogique, réalisé par le ministère de l'Agriculture, qui montre l'interaction en fait de façon simple entre l'agriculture et le climat. Et puis ensuite, 3 focus, un production végétale, l'autre production animale et le dernier transversal, avant de vous emmener dans une conclusion qui, je l'espère, vous convaincra. Donc, est-ce qu'on peut projeter? C'est moi qui projette. Pardon. Alors, c'est la fin du précédent. Non, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Alors, on ne pouvait quand même pas parler de gaz de climat, de changement climatique sans rappeler l'essentiel sur les gaz à effet de serre. Donc, en France, nous produisons 405 millions de tonnes de CO2. Et on doit quand même rappeler qu'on a réussi à juguler ces émissions nettes en France depuis les années 90, mais que toutefois, dans l'équilibre de nos différents secteurs, parce qu'on ne réfléchit jamais à agriculteur ou agroalimentaire seul, mais bien tout secteur confondu, nous sommes aux côtés des transports qui sont les premiers à quelque chose près avec le secteur industriel, les premiers émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Pour l'agriculture, nous sommes responsables de 17% de ces gaz à effet de serre. Alors l'agriculture, elle est émettrice au sein de la nature de ces gaz à effet de serre, avant tout de CH4, donc de méthane par la fermentation entérique notamment, mais aussi de protoxyde d'azote, ce qui est très en lien bien sûr avec la fertilisation des plantes, enfin la fertilisation dont on a besoin pour nourrir nos productions. Par contre, nous présentons de sérieux atouts. C'est celui d'être une solution pour le stockage de carbone, notamment dans les sols. Et nous sommes comparativement à d'autres secteurs économiques très peu utilisateurs d'énergie fossile. Donc, en fait, retenons que nous avons des forces, bien sûr des faiblesses, des enjeux ensemble. Et j'illustre tout ça pour vous montrer le caractère intergénérationnel et multiproduction à travers ces illustrations de photos dans notre diaporama. Alors, c'est pas très lisible. Voilà, en fait. C'est en fait un schéma d'ensemble qui va être découpé en 3. On va regarder déjà j'allais dire le dessus, enfin le haut de la diapo. On rappelle, bien sûr, et comme nous l'ont montré les 3 précédentes interventions, et merci encore beaucoup pour ces éclairages-là, que le changement climatique, c'est déjà une augmentation d'événements qui vont se traduire par des phénomènes beaucoup plus fréquents et avec une intensité plus forte, comme on le voit, comme on l'a déjà vécu et comme vos cartes nous l'ont montré, mais aussi des changements dans le régime des précipitations. Quelles conséquences cela a?
Cela a déjà un risque, bien sûr, augmenté de glissement de boue. Et donc là, nous avons un rôle, bien sûr, en tant qu'entretien et en tant que planteur, cultivateur du paysage, et notamment celui des montagnes ou de celui à forte pente. Pardon. Et ça, c'est notre rôle, notre participation très positive pour atténuer en tout cas les effets de ce changement climatique. À gauche, vous avez aussi, donc on voit là l'émission qui se trouve concentrée de CO2. Une concentration de CO2 plus importante, cela signifie très clairement une photosynthèse plus importante. Il y a deux facteurs importants dans la photosynthèse, hein, c'est le CO2 et c'est la lumière. Si l'un est limitant, c'est l'autre qui prend le relais et vice-versa. En tout cas, on s'attend à une augmentation de la croissance des végétaux. On voit aussi des effets aussi de ce changement climatique et notamment l'augmentation moyenne des températures aura une accélération sur la phénologie. Pour parler plus simplement, en fait, la phénologie, c'est la croissance. On regarde les débuts et les fins de croissance des plantes notamment. Et ces différents stades aussi, de floraison, de feuillaison, etc. Donc cette accélération va se produire, tout comme on pense, et on vit déjà des avancements des calendriers culturaux. Si on parle aujourd'hui avec nos parents, et si on regarde les dates de récolte, elles sont déjà largement avancées par rapport à ce que l'on a connu. Alors ce qui est important par rapport à ces avancements-là, c'est que ça veut dire que quand on va vouloir semer ou quand on va vouloir intervenir, on va rencontrer des contextes de sol et des contextes de météo qui seront très différents et que l'on n'aura pas tous la même chance selon le territoire et le type de sol sur lequel on se trouve. Donc nous avons lié à cela toujours aussi par rapport à cette évolution, changement climatique, une augmentation aussi de risques d'innovation, d'inondation fluviale, comme on est en train aujourd'hui de le vivre, par exemple dans le sud-ouest, avec une augmentation aussi ou un reflux, en tout cas des eaux par le niveau de la mer. Alors, si on veut bien passer, hop, c'est moi qui passe les diapos. La suite, en fait, c'est ce qui correspond à droite du schéma, en fait. Je voudrais vraiment pointer du doigt l'importance qu'auront demain nos pratiques sur la préservation de la qualité des sols. Ça va être un gros régulateur pour être performant dans nos productions à la fois fourragères et de culture, qu'elles soient annuelles ou pérennes. Et la manière dont on sera capable de préserver cette réserve utile des sols, sa structure et la façon de les travailler est vraiment très importante. On s'attend aussi, bien sûr, à une baisse du confort hydrique pour toute espèce, qu'elle soit végétale ou animale, pour les cultures, et aussi une baisse du confort des animaux qui seront confrontés aussi à des périodes de sécheresse ou de très fort froid. Et donc, ça peut bien sûr jouer sur leur résistance et leur production. Nous avons plus proche de la mer, même si on n'y est pas complètement tout de suite concerné en tant que région, nous sommes aussi sensibles à ce qui se passe dans les régions voisines et à travers le monde. Un risque d'augmentation d'inondations côtières et aussi par des risques de sécheresse, des risques d'échaudage dans la croissance. Un échaudage, c'est un accident de croissance. Et donc, derrière, on imagine vite le remplissage des grains. Ça va être ça peut être perturbé. La maturation d'un fruit, elle peut être bloquée. Et donc, on a aussi en dernière perspective, en tout cas en attention, à préserver aussi le niveau de nos réserves souterraines. Alors, pardon, je vais aller vite, pardon. Donc, pour vous dire rapidement, mais je l'ai dit en introduction, en fait, c'est une affaire qui par les changements climatiques, on ne peut pas en parler juste comme ça. C'est bien une réponse à des attentes sociétales nouvelles déjà exprimées depuis pas mal de temps des citoyens consommateurs, avec un État
qui opère une stratégie nationale bas carbone et une neutralité carbone à l'horizon 2050, et des territoires et des filières, dont on verra des exemples tout à l'heure, qui ont déjà engagé des plans d'action pour rester attractifs et surtout être une solution demain. En production végétale, ce qui nous semble très important de souligner pour notre région Aura, c'est que nous avons des productions qui sont utilisatrices d'eau, notamment à travers l'irrigation, et que pour nous, toutes les capacités d'irrigation moderne et tous les outils de pilotage qui feront qu'on apporte au bon moment la bonne dose seront vraiment, bien sûr, importantes. Vous savez, bien sûr, et on l'a signifié tout à l'heure, que l'eau sera plus rare, moins accessible selon les zones, et que nous aurons des épisodes d'inondation et de sécheresse, et que ceci jouera sur la croissance et la maîtrise que l'on aura de nos cultures. Nous pouvons souligner aussi une dépendance qu'on peut avoir dans certains systèmes de monoculture, notamment en maïs par exemple, et pour lesquels nous allons rechercher de nouvelles productions, mais ça veut dire aussi de nouveaux débouchés. Et l'on entend aussi à travers nos filières, qu'elles soient en arboriculture ou en PAM, donc en plantes aromatiques, l'envie est déjà d'ores et déjà d'inscrire de nouvelles productions en aura. Donc là, je les ai cités, mais on peut aussi s'interroger, et j'interrogerai bien justement ceux qui font de la recherche et de l'expérimentation, jusqu'où demain on ne sera pas dans des zones à produire 2 récoltes par an. Nous aurons en aura aussi probablement une migration vers des zones d'altitude, une sorte de recolonisation, au sens où aujourd'hui on a aujourd'hui des zones qui ne sont pas on va dire, intéressantes pour des productions telles que la viticulture ou les PAM. Demain, elles pourraient le devenir, et c'est très important de l'avoir en tête. Alors bien sûr, nous comptons beaucoup sur le progrès génétique et celui du matériel végétal, et tout à l'heure on verra ce qui se présente devant nous. Et il nous semble important de souligner pour les productions végétales le poids, la chance qu'il nous faut jouer sur la production des légumineuses qui sont captatrices d'azote et qui nous permettent aussi une production de carbone et un stockage important. Nous aurons à faire face, et tout à l'heure vous aurez des témoignages aussi là-dessus, à de nouveaux bioagresseurs, mais aussi à la disparition d'autres, que ce soit en production végétale et en production animale. Et ceci va jouer aussi sur nos connaissances et nos résistances à produire. Sur les différents modes de production, donc j'en ai parlé tout à l'heure, et bien sûr, n'oublions pas la qualité de nos sols. À travers le monde, c'est 10 à 20, on perd des sols 10 à 20 fois plus rapidement que l'on est capable de le reconstituer. On sait très bien que pour constituer un sol, ce sont des années et des années de travail, et donc on doit y prêter attention. Côté production végétale, le plus exprimé par les filières et notamment les producteurs, c'est de pouvoir investir dans des bâtiments, des outils de production adaptés et des équipements qui les protègent contre les aléas. Alors bien sûr, ça veut dire qu'en face, on est en capacité d'absorber ces coûts et d'avoir une rentabilité suffisante, et que dans les travaux que les uns les autres mènent, nous avons véritablement besoin de références techniques, mais aussi économiques, pour nous assurer du conseil et d'emmener les producteurs là où il faut. En termes d'opportunités, on a cité tout à l'heure plusieurs productions nouvelles qui verront le jour, et ce sont pour nous autant de débouchés qui se présentent devant nous. Tout comme nous devons aussi, dans les productions végétales, mais d'autres aussi, entretenir une communication, notamment en zone périurbaine, qui soit positive et qui permette de comprendre le pourquoi on doit utiliser de l'eau, et le pourquoi on doit aussi à la fois nourrir et protéger nos productions. En production animale, le besoin physiologique des animaux devra toujours être assuré, et nous pensons détenir un certain nombre d'atouts à travers des races locales historiques que l'on va redécouvrir, des croisements que l'on va opérer, mais aussi un progrès génétique qui nous permettra d'avoir des types d'animaux qui soient moins consommateurs ou plus résistants, tout en ayant toujours une production qui soit aussi importante et intéressante pour les filières. En termes d'atouts aussi pour les productions végétales, bien sûr, la capacité à produire des effluents d'élevage confère une autonomie dans les intrants qui est très intéressante, eu égard bien sûr à la qualité des sols, mais eu égard aussi à la dépendance aux énergies fossiles qui elles-mêmes donc entraînent des coûts auprès de la production d'engrais chimiques. Et nous sommes, pour les producteurs éleveurs,
des grands stockeurs de carbone dans le sol. Et donc, il ne faut pas oublier de le dire, de le répéter. Et que donc, la présence et, on va dire, la réussite de l'élevage demain sera aussi celle de nos contributions à atténuer le changement climatique. Nous sommes, comme en production végétale, très sensibles à pouvoir investir dans des bâtiments qui soient économes en énergie, qui soient économes et qui constituent aussi des lieux de bien-être pour les animaux, et donc ils considèrent ce qu'on a dit aujourd'hui sur le changement climatique. Donc voilà ce qui est important à souligner. Je voudrais quand même aussi dire à ce moment-là que nous traversons des vagues, plus ou moins des crises, et le monde animal en a eu pas mal à relever. Et aujourd'hui, dans les études qui nous sont produites sur que pensent les Français de l'agriculture, ils ont aujourd'hui une image très positive. Pour eux, les éleveurs sont des éleveurs modernes et entreprenants. Donc qu'on se le dise, qu'on se le répète, parce que trop souvent, on aurait tendance à pouvoir avoir un message, baisser les épaules face à des efforts qui sont parfois difficiles, et justement par rapport à des perspectives comme le changement climatique qui peut faire peur, tout simplement. De manière transversale, bien sûr, c'est notre contribution à la production, à l'économie, à la récupération d'énergie et à la production d'énergie renouvelable. Être en capacité de se projeter, mais ça, nos intervenantes nous l'ont bien montré. Être capable de mesurer où on se situe dans son exploitation, son territoire, à travers les diagnostics tels que le label bas carbone. Nous avons le devoir de rendre accessibles aussi ces formes de labellisation qui aujourd'hui ont pu être expérimentées par une soixantaine d'exploitations en Aura. Et donc nous devons savoir, en tant que secteur agricole et agroalimentaire, nous rapprocher des autres secteurs qui ont depuis déjà pas mal de temps, soit à travers nos filières propres, soit à travers les autres secteurs, développer la responsabilité sociétale des entreprises. Donc en connectant et en faisant savoir tous nos efforts et tous nos travaux sur le changement climatique, en le labellisant et en le reconnaissant auprès des gens qui sont en RSE, que ce soit les collectivités ou que ce soit les entreprises, alors nous ouvrons des portes nouvelles pour les générations qui imaginent demain leur métier différemment que l'on l'a fait jusqu'alors. Alors, en opportunité, n'oublions pas le système assurantiel qui est nouveau et qui se projette là dès à présent, dès 2022. C'est vraiment une sécurisation pour nous. Et nos SICO, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vont devoir changer, bien sûr, dans les cahiers des charges. Nous avons une acceptabilité beaucoup plus ouverte aujourd'hui de la nécessité d'évoluer dans la définition de ces cahiers des charges, tout en prêtant attention à l'accessibilité, à l'acceptabilité et à ne pas générer de confusion auprès de nos consommateurs. Donc, j'inviterais bien à ce qu'on communique encore davantage pour dire, voilà, ici, les agriculteurs agissent pour la planète. Et en synthèse, à vous défendre deux idées qui me semblent vraiment importantes, qui sont vous redire que l'agriculture et l'alimentation font la paix dans le monde. Donc prêtons-y attention et relevons nos manches pour ce matin et toute cette journée échanger et voir ce que l'on peut faire de mieux en ce sens dans un contexte de changement climatique, et que à travers toutes les opportunités que j'espère vous avoir partagées, je pense qu'on peut vraiment créer les 30 nouvelles glorieuses du 21e siècle tous ensemble. Voilà, merci pour votre attention. Merci Fabienne. Voilà.